Monsieur Loïc Sadoulé, bonjour, merci d'accepter de répondre aux questions de Vox Africa. Alors je rappelle que vous êtes prof d'économie à la célèbre école INSEAD à Paris, donc une école qui forme donc des managers en économie, en finance et en management bien sûr. Et vous êtes aussi, si on peut dire, le leader, le chef du programme qui s'appelle Initiative Africa, donc initiative africaine. Alors en deux mots, expliquez-nous en quoi consiste par exemple ce programme. Ça sert à quoi de mettre dans une grande école française un programme focus sur l'Afrique ? Alors, une grande école française, est-ce que je peux me permettre de vous corriger un tout petit peu? C'est une grande école internationale, en fait, basée en France, à Singapour et à Abu Dhabi. Nous avons 3 campus, et en fait, si vous regardez dans le MBA, les étudiants viennent de 89 nationalités différentes. Nos profs, on a 140 et quelques profs, on vient de 37 nationalités différentes. Donc en fait, on est vraiment une école qui, très modestement, se dit la Business School for the World, pour le monde. Donc l'idée c'était de vraiment regarder dans la composition aussi bien du matériel qu'on donnait à l'école que des expériences, que des participants, la place qu'on donnait à l'Afrique. Et en fait l'Afrique était trop sous-représentée. Et c'est trop difficile de dire que si on n'apprend pas la diversité, il faut avoir de la présence africaine sur le campus, il faut avoir des matériaux africains, il faut avoir des cas qu'on enseigne en Afrique, il faut aller en Afrique aussi faire des projets. Donc l'idée c'était vraiment d'enrichir cet apport académique, cet apport d'éducation si vous voulez, pour avoir des managers qui soient capables vraiment de fonctionner partout dans le monde. Et alors justement, donc depuis quand vous avez lancé justement cette initiative africaine? Ça fait 2 ans, septembre 2007. Et ça a été un besoin, une nécessité de voir que l'Afrique est aussi un marché émergent et un marché intéressant. Donc pour dire que vos managers, comme vous dites pour cette école internationale, je veux dire, ils sont vraiment à l'heure, je veux dire, adéquats à la mondialisation et qui ne devaient pas être absents du marché africain. C'est pour ça. Absolument, absolument. Et il y avait une grande idée qui était qu'il fallait démystifier l'Afrique. Il fallait démystifier l'Afrique. Les gens, trop de personnes ont une vue passée, historique, je dirais presque colonialiste de l'Afrique. Non, il y a énormément de choses qui se passent en Afrique. Et pas seulement sur les matières premières, et pas seulement sur les ressources naturelles. Il y a des gros marchés. Si vous regardez une entreprise comme ZTE en Chine, qui fait des équipements téléphoniques, et vous leur demandez quel est votre plus gros marché, c'est la Chine. Quel est votre deuxième plus gros marché? C'est la Chine. C'est les deux Tier 3 et Tier 4 cities. Mais leur troisième marché, c'est l'Afrique. Il y a 1 milliard de personnes en Afrique. Et donc ça, c'est des énormes marchés. On dit toujours que la Chine achète en Afrique, mais la Chine vend beaucoup en Afrique. Et en fait, l'INSEAD, de par le fait qu'on était vraiment à Singapour, à Abu Dhabi au Moyen-Orient et en Europe, et en France, on devient cette plateforme entre les régions. Le Brésil investit beaucoup en Afrique lusophone. Le Brésil vend beaucoup en Afrique lusophone. Et donc c'est l'idée de créer ce mélange de cerveaux. On parle beaucoup de la fuite des cerveaux. Nous on essaie de créer le mélange des cerveaux. Aussi bien d'avoir plus d'Africains qui travaillent dans des entreprises multinationales et qui circulent à travers le monde, et plus de gens d'une entreprise multinationale qui vont travailler en Afrique. Et pourquoi vous pensez que l'Afrique a été jusqu'à présent, justement, vous allez démystifier l'Afrique, pourquoi l'Afrique a-t-elle été mystifiée? On ne peut pas dire que c'est simplement la photomédia. Par exemple, un média comme le nôtre, Vox Africa, on essaye de changer cette mauvaise image de l'Afrique, cette mauvaise réputation de l'Afrique, mais peut-être qu'aussi, je veux dire, la culture du monde du business était une culture, en fait, laissez-moi l'expression, d'exploitation de l'Afrique et pas vraiment d'intérêt pour l'Afrique. Tout à fait, mais ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a vu l'Afrique comme pour extraire des ressources. Et d'un seul coup, on se rend compte que, mais non, regardez les innovations téléphoniques qu'on a en Afrique. Tout le monde parle de M-Pesa, les paiements par mobile, mais maintenant Zain a un système de paiement par mobile tout en local sur toute la corne africaine. Des entreprises comme SFR, des entreprises comme Vodafone, des entreprises comme Deutsche Telekom ont beaucoup à apprendre de ces entreprises africaines. Pareil, les gens qui font de la logistique, Great Brands qui fait une logistique impeccable au Nigeria, ce gars-là, il comprend vraiment les systèmes de logistique. Il y a beaucoup de choses que des grandes boîtes comme Tesco, comme Carrefour, comme Walmart pourraient apprendre de Great Brands. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas seulement de prendre de l'Afrique ou de vendre de l'Afrique, c'est aussi d'apprendre de l'Afrique.
Et en quoi le fait que l'Afrique soit maintenant un marché intéressant, un marché émergent, peut-il justement changer la culture de la finance mondiale? Parce qu'ici, on est par exemple dans un congrès où on parle de finance africaine. Est-ce que vous le voyez, vous, en termes de pourcentage de croissance d'investissement en Afrique? On voit beaucoup. Alors, les chiffres sont compliqués. Les chiffres sont compliqués parce qu'en fait, on a vu beaucoup d'investissements directs étrangers en Afrique et qui étaient là pour alors soit extraire des ressources, soit mettre de l'infrastructure, soit pour mettre des ressources dans un marché dans lequel les marchés de capitaux ne marchaient pas. Donc finalement, l'investissement direct étranger était parce que je n'avais pas accès à un marché local. Donc c'était pas forcément très bon signe. Maintenant, nous avons des bourses qui commencent à très bien fonctionner en Afrique et on a aussi du financement direct étranger. Moi, ce qui me manque encore en Afrique, et on voit vraiment la puissance que ça a eu en Inde et que ça a eu en Chine, c'est aussi l'investissement de toute la diaspora. Et je pense que on parle d'un montant de près de 400 millions de dollars et qui serait même supérieur à l'ensemble de l'aide publique au développement. Absolument. Vous voyez, l'aide publique au développement du monde est de 50-60 milliards de dollars par an. Mais quand vous regardez les richesses africaines qu'il y a aux États-Unis, les richesses africaines en Europe de l'Ouest, les richesses africaines en Angleterre où vous vivez, c'est sidérant. Et ces gens-là ont vraiment un pouvoir d'aide au développement en partenariat avec les boîtes pour lesquelles ils travaillent et en partenariat avec des entrepreneurs africains. Et je pense que ça, c'est vraiment le grand... L'aide internationale, moi je connais aucun pays qui soit développé par l'aide internationale. C'est l'entrepreneuriat, c'est la finance privée, c'est le partenariat avec les entreprises publiques et une chose de laquelle on parle beaucoup aujourd'hui, c'est un besoin de transparence. Et justement, par rapport à ça, vous dites il y a la vision de l'Afrique par rapport à l'extraction des matières premières, on le sait, pétrole, diamants et tout ça, ça c'est connu, c'est ce qui a fait la réputation de l'Afrique jusque dans les dernières années. Mais maintenant, est-ce que le secteur privé, secteur de la distribution, secteur de la téléphonie, l'Afrique est le marché où la croissance en termes de téléphonie mobile est la plus forte, mais est-ce que ça se traduit vraiment par un intérêt réel des firmes européennes ou alors quand on voit les cotations par exemple des pays africains dans les risques pays, il reste quand même assez élevé. Donc je veux dire, il n'y a que ceux qui soit ont le bagage nécessaire pour prendre le risque en Afrique qui y vont, mais la PME, de taille moyenne européenne ne peut pas encore aller en Afrique. Alors comment faire pour changer les choses? Alors je pense qu'il y a deux choses. Je pense que d'abord, derrière toute grande entreprise, il y a beaucoup de PME. Et donc indirectement, quand une grande entreprise y va, elle emmène les PME avec elle. Et donc ça c'est déjà un premier grand pas. Je pense que, en effet, il faut avoir des poches profondes pour rentrer dans tous nouveaux secteurs. Et l'Afrique est un nouveau secteur. Mais je pense que les boîtes de pharma, les boîtes d'assurance, les boîtes de finance, les boîtes de services, je pense que la crise va être une opportunité par rapport à ça. C'est que c'est vraiment un secteur où on peut aller et se renouveler. En Afrique, les boîtes de pharma peuvent commencer à comprendre comment on fait de la santé plutôt que du traitement. Ils peuvent comprendre des business models intéressants qui combinent de la téléphonie mobile, de la santé, et de la création d'emplois. Donc je pense qu'on va voir des systèmes hybrides, des innovations hybrides qui vont sortir avec des partenariats dont on n'avait pas l'habitude. L'importance du partenariat, c'est que ça apporte beaucoup de compétences et d'actifs à une table qui se combinent pour faire quelque chose d'unique. Et la deuxième chose qui est bien avec un partenariat, c'est qu'un partenariat, c'est compliqué à monter, mais c'est compliqué à copier. Et donc je pense que beaucoup de boîtes vont rentrer comme ça, beaucoup de compagnies vont rentrer dans des partenariats assez intéressants, apporter des solutions qui sortent de la vision de l'industrie des solutions et qui vont apporter des nouveaux segments qui seront difficiles à décrire, mais qui vont apporter une vraie valeur.